Bonjour à tous. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Donc, je me nomme Nicolas Milosejevic. Je suis ingénieur en vente chez Octave maintenant depuis à peu près 3 ans. Donc voici l'agenda du jour. Nous allons voir le why, le what, le how concernant les attaques de phishing. Nous verrons aussi comment Octa, dans un second temps, est capable de vous aider au quotidien. Et en troisième point, nous verrons tout ce qui est Key Takeaway. Donc, il y aura une démo qui sera présentée lors de cette session pour vous montrer un petit peu quels sont les types d'attaques sur lesquelles on fait face aujourd'hui en termes de menaces. Donc, voilà. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet concernant le thème de notre webinaire de ce jour, il est intéressant de faire un petit focus sur le contexte réglementaire actuel et de parler quelques minutes de la directive NIS 2, qui est la Network and Information Security, qui a été adoptée depuis janvier 2023. Dans les grandes lignes, cette directive, elle imposera à de nombreuses entreprises la nécessité d'améliorer leurs mesures de sécurité pour lutter contre les nouvelles formes de cyberattaques. Cette mesure, elle peut être qualifiée parfois de mesure ambitieuse et de visionnaire, mais elle a pour objectif d'établir un niveau de maturité cybernétique uniforme dans toute l'Union européenne, dont en France. Donc, ça concerne les 27 pays membres qui auront l'obligation d'incorporer ces mesures dans leur législation nationale d'ici septembre 2024. Donc, je vous rappelle, on est déjà en 2024, donc c'est dans quelques mois. Et donc, en quoi cette directive NIS 2, dans sa version 2, est une évolution de la précédente directive? C'est de manière concrète, elle va continuer de s'appliquer aux domaines déjà touchés par la NIS 1, comme les établissements de santé, les banques, les transports, tout en s'étendant sur de nouveaux secteurs d'activité tels que les administrateurs publics, les télécommunications, les plateformes de réseaux sociaux, ainsi que les services postaux et même le secteur spatial. Mais une petite nouveauté, c'est pas tout, c'est que depuis ce changement, donc il y a un changement majeur qui réside, c'est que ça s'applique également maintenant aux entreprises privées. Donc, il y a plusieurs milliers d'entreprises, allant des PME aux grandes entreprises du CAC 40, qui devront se conformer aux directives de cette nouvelle régulation. Et enfin, il y a un troisième volet, qui est quand même assez significatif, c'est que l'intégration d'un mécanisme de proportionnalité qui va différencier deux catégories d'acteurs réglementaires, donc en fonction de leur niveau de criticité. C'est les entités essentielles et les entités importantes. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que tout ça sera régulé par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui s'appuiera sur cette notion pour établir des exigences spécifiques adaptées à chaque catégorie d'identité. Et ce qu'il faut retenir de cette directive, c'est qu'en cas de non-suivi de ces recommandations et en cas de manquement de manque de mise en conformité, il y aura des pénalités qui s'appliqueront, qui représenteront entre 2 et 1,4% du revenu global annuel des entreprises, qui seront infligées selon la criticité et leur secteur. Voilà, une fois qu'on a dit ça, pas de panique, bien évidemment. C'est que la première exigence demandée aux entreprises pour être en conformité, c'est d'appliquer une politique de renforcement de la sécurité des accès via une méthode multifacteur d'authentification. Donc, on pourrait effectivement s'arrêter là, mais et en piochant, je dirais, dans les différents facteurs types que les différents acteurs du marché vous mettent à disposition, y compris Octa. Mais malheureusement, hélas, c'est pas aussi simple que ça. Donc, il va falloir, mettre en place des dispositifs en fonction, du coup, du niveau de criticité, mais surtout que tous les facteurs MFA n'ont pas forcément la même robustesse face aux menaces. Donc là, au niveau du schéma que je suis en train de vous présenter à l'écran, c'est qu'en fonction du type de facteur, donc il y a 3 catégories, des facteurs de connaissance, des facteurs de possession et des facteurs liés aux capacités de la personne, ce que vous êtes, entre guillemets. Et en fonction du niveau d'assurance sur lequel vous êtes, derrière... ah oui, effectivement, merci Elvien. J'ai juste oublié une chose, c'est que vous pouvez à tout moment poser des questions. Simplement, les questions, je les traiterai du coup en fin de session, bien évidemment. Et si on n'a pas forcément assez de temps, donc les questions, on les traitera également par mail. Merci Elvien. Donc pour reprendre là où j'en étais, concernant du coup cette infographie,
on a différents types de facteurs, et donc bien évidemment, vous allez avoir des facteurs qui ont pas forcément le même poids, comment dire, dans votre environnement. Donc on a des facteurs de connaissances qui sont caractérisés par tout ce qui est le mot de passe, les questions de sécurité, les SMS, et ce sont des facteurs qui ne sont plus recommandés aujourd'hui, sauf pour certains secteurs. Donc généralement, quand on est orienté sur des cas d'usage plutôt client, donc end user, mais au sein de votre entreprise, ce ne sont pas forcément des facteurs qui sont recommandés. Et ça, on verra ça un peu plus tard dans la présentation. Et d'un autre côté, vous avez des facteurs qui sont très très performants, qui vont user de la norme FIDO2, hein, donc autour de la biométrie, des cartes à puce, des facteurs physiques, et également certains facteurs qui vont aussi être en mesure d'aller utiliser des capacités mises à disposition au niveau de vos équipements. Et donc, nous allons voir pourquoi il va falloir choisir ces facteurs de façon très méthodique. Rapidement, rien de nouveau, hein, je vous dresse un petit peu le contexte. Donc, je pense que vous avez sans doute remarqué que les attaques de phishing aujourd'hui représentent à peu près plus de 60% des types d'attaques cyber. Donc, ça représente à peu près 1 million d'attaques sur le premier trimestre de 2022. Et bien évidemment, elles ne font qu'augmenter d'année en année, et ça concerne bien évidemment tout type de secteur. Pas plus tard qu'hier, nous avons appris que le groupe Tietoevry, hein, donc, qui est une société suédoise, hein, a été victime d'une cyberattaque, hein, donc à peu près le 20 janvier. Hein, donc si on résume un petit peu les faits actuels, et cette société a été ciblée d'une attaque de type ransomware. Et donc, bien évidemment, ce type d'attaque a perturbé énormément d'administrations publiques et des entreprises privées. Et la reprise à la normale, donc, elle est prévue donc, dans plusieurs semaines. Donc, il va falloir un peu de temps pour pouvoir revenir dans un état nominal. Tout ça pour dire que, bien évidemment, donc, on va mettre le focus sur tout ce qui est attaque de phishing, donc le type des vecteurs que l'on voit assez régulièrement maintenant. Donc, elle se distingue en deux catégories. Excusez-moi. On a des attaques de phishing qui sont orientées sur l'identité, et des attaques de phishing qui sont orientées sur les endpoints, hein, donc tout ce qui est dans le contexte des équipements. Et donc là, on va pas tous les dresser, bien évidemment. Donc parmi toutes ces attaques, vous avez des attaques sur lesquelles il va falloir bien évidemment mettre le focus. Vous avez tout ce qui est MFA push fatigue attack. Donc ça, c'est des attaques qu'on revoit récemment. Donc quand les hackers font en sorte d'aller envoyer des rafales de requêtes MFA en se substituant à l'utilisateur. Et bien évidemment, l'utilisateur pense que c'est un défaut de conception de l'outil, et à un moment donné, à force de recevoir ce type de requête, l'utilisateur va faire en sorte d'aller accepter malheureusement cette requête. Donc, ce qui va, entre guillemets, compromettre le jeton émis et ensuite compromettre tous vos systèmes. Voilà. Parmi, du coup, ces attaques, il y en a une autre qui est très, très importante. C'est ce qu'on appelle une attaque de type ITM, donc pour Adversary in the Middle. Donc, c'est une variante de la célèbre attaque Man in the Middle, où les acteurs malveillants se positionnent entre les canaux de communication pour écouter et intercepter et manipuler, le trafic des données. Donc, ça fonctionne sous le principe que il y a un tiers qui se positionne, donc généralement un proxy, donc un reverse proxy, qui va intercepter toutes les requêtes entre l'utilisateur et votre plateforme et vos ressources, et donc l'utilisateur il verra que du feu. Et on a prévu une démo sur cette partie-là, donc qui permettra de voir comment réaliser ce type de contre-attaque par rapport à ce type de scénario. Et bien évidemment, c'est ce type d'attaque, hein, pour aller un peu plus dans le détail, hein, c'est que vous allez beau mettre en place tout type de sécurité et de renforcement MFA,
derrière, il y a quelque chose qui sera, comment dire, inhérent à la personne qui sera face au clavier et la souris. Donc, c'est que derrière, l'attaque sera tellement subtile que l'utilisateur en face aura la certitude d'être directement sur votre mire d'authentification, directement du coup sur vos applications, et fera en sorte du coup de délibérément de compromettre entre guillemets les jetons d'attaque. Donc si on regarde un petit peu la cinématique de comment ça fonctionne, vous vous retrouvez en fin de compte dans une type d'attaque assez commune, hein, donc où l'acteur va potentiellement utiliser un email hein, pour pouvoir usurper l'identité de la personne et forger son attaque de façon légitime. Donc, il aura l'utilisation de ce qu'on appelle une plateforme. Au travers vous avez des outils hein, qui sont déjà mis en place en ligne hein, qui vont permettre de faciliter grandement ce type d'attaque. Hein. Donc, généralement, vous avez ce type d'outils sur des plateformes de pentest. Et derrière, vous allez avoir un guide pas à pas sur comment faire en sorte d'aller forger potentiellement une mire d'authentification d'Okta, comment forger une mire d'authentification Microsoft, ou n'importe quel acteur. Donc au final, ils vont être en mesure de capturer vraiment tous les codes graphiques de votre mire d'authentification, de telle sorte à vraiment leurrer l'utilisateur. Et donc, l'utilisateur pensera qu'on sera réellement sur quelque chose d'assez légitime. Et donc, tous les éléments vont être capturés au travers de ce proxy. Et donc, en plus de compromettre le nom d'utilisateur, donc et le mot de passe, il y aura une compromission du token. Et bien évidemment, donc par tout ce qui est déplacement latéral, donc une fois qu'on accède à une application, donc qui pourrait être l'Office 365 par exemple, vous allez pouvoir accéder aux autres applications fédérées si vous ne mettez pas en place une méthode de facteur renforcé qui va être en mesure de détecter ce type d'attaque de phishing. Donc, fort heureusement, Okta a pris un peu d'avance là-dessus hein, et a mis à disposition de ses clients une méthode capable de détecter et de réagir à ce type de menace en s'appuyant sur 3 principes. Donc, le premier, c'est donc l'utilisation d'une paire de clés chiffrées dont la clé privée est stockée au niveau de la puce TPM. Donc, pour rappel, la puce TPM, c'est la puce hardware que vous avez au niveau de vos équipements, ce qui permet de vous authentifier au travers de la biométrie, donc un lecteur d'empreintes au niveau du device, ou tout ce qui est lié à la reconnaissance faciale. La deuxième chose, hein, le deuxième principe, hein, c'est que cette paire de clés, elle est liée à un domaine, donc le domaine d'Okta. Donc il y a une relation assez, comment dire, serrée entre l'équipement qui va en faire la demande et du coup la plateforme qui va recevoir la requête d'authentification. Ce qui veut dire, donc, en cas d'utilisation d'un reverse proxy, donc Okta sera en mesure de détecter qu'un tiers vient de compromettre la chaîne d'authentification. Et le dernier point, c'est qu'il y a une notion d'attestation donc par rapport au type d'authentificateur que vous allez sélectionner, une sorte de fingerprint qui va permettre de comprendre la provenance, d'où provient entre guillemets le facteur type, sur quel équipement est installé le facteur. Donc il y a une notion une notion de contexte qui est remontée au niveau de la plateforme. Et donc, c'est cette méthode qui est véhiculée chez Okta, on va l'appeler, donc c'est un nom, ça s'appelle l'Okta FastPass. C'est une méthode qui est aussi, comment dire, passwordless, donc qui permet de ne plus utiliser du coup de mot de passe. Hein. Donc, on sait très bien que c'est le premier vecteur de compromission donc aujourd'hui. Donc, on essaie d'aller sur des méthodes passwordless. Et du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce type de facteur, c'est un facteur qui va pouvoir être utilisé dans différents contextes. Un contexte pour des équipements qui sont potentiellement des équipements qui sont infogérés par votre entité, mais aussi des équipements qui ne sont pas sous votre gouvernance, ce que l'on appelle des équipements du type Bring Your Own Device. Donc on va pouvoir définir des stratégies de sécurité et des comportements différents en fonction du contexte sur lequel on est. Donc, en résumé, donc si on regarde bien l'Okta FastPass,
va permettre, entre guillemets, de faciliter l'accès à vos applications, donc d'améliorer grandement l'expérience utilisateur, tout comment dire, en utilisant une méthode qui soit résistante au phishing. Donc vous allez pouvoir vous authentifier aux applications en utilisant l'un des protocoles dits modernes, hein, de SAML, de IDC ou de WCDH si on est dans le monde de Microsoft, de façon totalement agnostique. Et donc, ce facteur type, donc, comme je l'ai dit, hein, donc, il serait nativement capable d'être résistant au phishing. Ensuite, ce facteur donc, qui nécessite du coup l'installation d'un plugin sur le poste de travail, hein, on va appeler ça comme ça doit s'appeler, ça s'appelle un agent. Cet agent, donc, il va être en mesure aussi de remonter des signaux, donc des signaux qui sont liés potentiellement à si l'équipement est chiffré au niveau des postes de travail, si effectivement les mises à jour ont été mises à jour au niveau du poste de travail, si on est sur un équipement qui n'a pas été jailbreaké, là on est vraiment dans la partie mobile, donc on va être en mesure de remonter ces signaux et du coup venir bloquer et de gérer des équipements qui soient à la fois infogérés par vous, donc, et également des équipements externes. Voilà, donc ça c'est concrètement comment Okta FastPass fonctionne sur des équipements iOS, hein, donc c'est la même chose côté Android. Dès lors où vous allez subir une attaque derrière, l'utilisateur sera en mesure de remonter aux admins que potentiellement que le login a été compromis suite à une attaque de phishing par rapport à un utilisateur. Maintenant, nous allons voir comment Okta est capable de vous aider. Donc là, on va aller vraiment dans la partie démo. Donc il y a une démo qui est enregistrée, hein, qui peut être aussi visible en ligne, bien évidemment. Donc là, on est sur le dashboard d'Okta. Donc c'est on va dire l'application end user, le portail utilisateur qui permet entre guillemets d'accéder facilement aux applications. Donc c'est là où vous avez toutes vos applications. Ici, vous voyez en fin de compte l'Okta FastPass qui est installé au niveau du poste de travail pour lequel l'utilisateur s'est enrôlé, donc s'est enregistré, et ce qui a permis entre guillemets de stocker la clé privée dans la puce TPM de la machine de l'utilisateur. Donc il y a un bind qui est fait au niveau de l'équipement. Ensuite, ce qu'on va voir maintenant, excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise, on va revenir en arrière. J'ai voulu aller un peu trop vite. C'est comment, donc au travers d'une plateforme, donc là on est sur du Evil Engine, donc c'est une plateforme qui est prête à l'emploi, que vous allez trouver sur les outils de pentest, hein. Comment derrière vous allez être en mesure d'aller forger une URL, un leurre, enfin quand une URL qui va ressembler à celle que vous avez, tout en utilisant ce qu'on appelle un certificat qui va être valide et qui va permettre entre guillemets de leurrer du coup l'utilisateur final. Donc là, concrètement, donc on va forger donc une URL qui va ressembler à celle d'Okta, donc sur le domaine @kuni.okta.com. Donc on voit bien que l'utilisateur est enrôlé. Voilà, donc on va renseigner l'URL en question pour pouvoir se connecter. Et d'ores et déjà, donc on a des mesures qui sont déjà mises à disposition au niveau des navigateurs web, hein, pour vérifier que derrière, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au niveau du certificat. Donc, mais au-delà de ça, donc, hop, on avance un petit peu. Donc, au-delà de ça, donc, si l'utilisateur persiste à vouloir se connecter à vos applications, donc en pensant qu'effectivement le domaine il est valide, voilà, donc c'est comme ça qu'on génère entre guillemets l'URL sur la plateforme. Donc une fois qu'on a repris cette URL, bien évidemment l'attaquant va aller créer une campagne de mailing list où derrière on va lui demander d'aller cliquer délibérément sur cette URL. Et paf, on voit tout de suite que du coup Okta a détecté que la page en fin de compte a été il y a quelque chose qui ne fonctionne, qui n'est pas correct au niveau de l'URL.
Et une fois que l'attaque a été ciblée, derrière, la plateforme est en mesure d'aller remonter en ligne au niveau de la plateforme ces signaux-là pour ensuite appliquer des mesures de remédiation. Donc, être dans la réactivité des choses, de façon proactive, dès lors où c'est compromis, pour révoquer les jetons d'accès. Donc là, typiquement, la personne a toujours accès à ces applications. Et si on rafraîchit la page, on va se rendre compte que chaque application, maintenant, est verrouillée. Donc, il y a un cadenas sur chaque application, sauf une application, donc par exemple Proofpoint. Dans ce cas d'usage, on a voulu démontrer qu'on était en mesure d'aller remonter ce type d'attaque dans le contexte utilisateur. Donc, c'est l'utilisateur qui va aller informer aussi les admins qui a potentiellement un souci, un risque de compromission. Donc, la plateforme a su détecter quelque chose, renforcer la sécurité en coupant les accès rapidement au niveau des applications. Donc voilà, là, dans les emails, on voit effectivement qu'il y a une attaque qui a été bloquée. Donc on va être en mesure aussi de personnaliser ce type de message. Et donc c'est la fin du coup de cette démo. Donc ce qui est intéressant de voir côté Okta, c'est que Okta, en termes de capacité, va vous offrir 4 lignes de défense. Donc la première ligne de défense, ça va être en mesure d'aller mettre en place ce qu'on appelle des politiques d'authentification, de telle sorte à pouvoir gérer et restreindre les accès. La seconde ligne de défense, c'est de mettre en place une méthode d'authentification robuste. Donc, si on revient un petit peu sur le schéma que je vous ai montré au tout début, où vous avez d'un côté les facteurs qui sont considérés comme low en termes de niveau d'assurance et les facteurs élevés. Donc là, on va plutôt privilégier des facteurs de type passwordless ou résistant au phishing. Donc typiquement des cartes de type smart card, ce genre de choses, ou utiliser ce que vous avez déjà potentiellement de déployer au niveau de vos équipements informatiques si vous avez un équipement récent qui supporte les puces TPM. La troisième ligne de défense, c'est tout ce qui est accès contextuel. Donc, comment l'utilisateur va subir sa politique MFA. Et bien évidemment, on va potentiellement utiliser des capacités mises à disposition standard au niveau de la plateforme. Donc, on va être en mesure de définir l'emplacement en mettant en place des règles de zone réseau. On va être en mesure aussi de pouvoir, utiliser ce qu'on appelle des device assurance check. Donc, c'est de dire, si je souhaite que mon utilisateur lambda puisse se connecter à mes applications, au premier lieu, c'est qu'on va aller vérifier que son poste est conforme. C'est-à-dire que je vais délibérément dire que je n'autorise que les équipements de type Microsoft Windows 11 ou 10 avec telle ligne de base en termes de release. De même qu'on va pouvoir gérer ce type de contexte sur les équipements iOS et Android. Donc, de telle sorte à dire, si l'équipement est jailbreaké, donc ça veut dire que si l'équipement a été piraté pour X raisons, donc généralement les utilisateurs font ça s'ils veulent installer des stores totalement différents, du coup, vous allez vous dire, non, finalement, je n'autorise pas l'accès. De même que si l'équipement n'est pas chiffré, donc nativement sur iOS, c'est quelque chose de native. À un certain moment, côté Android, ça n'était pas le cas, donc c'était quelque chose qui devait être fait. Donc, quand vous êtes sur des équipements pour lesquels vous ne maîtrisez pas le contexte, derrière, il faut impérativement exiger ce type de conformité minimale, ce niveau de conformité minimale. De même qu'on va mettre en place aussi, Okta, pour rappel, c'est quelque chose qui est totalement agnostique. Donc, on va privilégier des partenariats. Donc, on va pouvoir fonctionner avec des EMDM et des EDR, donc pour pouvoir échanger des signaux. Donc, à savoir, potentiellement, pour utiliser du CrowdStrike, on pourrait utiliser des signaux remontés de Microsoft ou d'autres plateformes, de même que certains MDM comme Intune, Mobile Iron, AirWatch, ce genre d'MDM, donc pour pouvoir partager les signaux. Donc, étant donné que ces MDM nécessitent l'installation d'un agent au niveau des équipements, donc on pourrait utiliser cet agent pour remonter les signaux dans Okta et ensuite définir des politiques de sécurité renforcées contextuelles, de telle sorte à pouvoir révoquer les accès au besoin.
Donc, on va vraiment utiliser ce type d'éléments. Et dernier point aussi, c'est tout ce qui est notion de risk signal. Donc, on a ce qu'on appelle la plateforme SatInside qui va collecter, corréler les signaux qui vont être remontés. Et ensuite, en fonction d'une certaine ligne de base, donc définir potentiellement s'il y a des attaques de type brute force et autres, et venir informer les administrateurs pour pouvoir déclencher des triggers de remédiation. Donc, ça peut être aussi typiquement des signaux qui vont être remontés sur les habitudes des utilisateurs. Donc, ce qu'on appelle tout ce qui est lié au voyage impossible. Quand un utilisateur se connecte d'un équipement de tel emplacement à telle heure, et quelques secondes plus tard, on le retrouve connecté à un VPN, mais à un autre, totalement à l'autre bout du monde, là, typiquement, Okta est en mesure de remonter ce type d'alerte et ensuite adapter une règle par rapport à ce type d'alerte. Et la quatrième ligne de défense, bien évidemment, c'est tout ce qui est lié au monitoring et l'observabilité. Donc, la plateforme, aujourd'hui, est en mesure d'apporter toute une richesse de logs, de mettre à disposition des rapports et de faire en sorte d'auditer clairement, de façon contextuelle, qui a accès à quoi, à quel moment, sur quel type d'application, à partir de quel type d'application, tel type de device, d'équipement informatique. Et ensuite, en fonction de ça, de pouvoir trigger également ce qu'on appelle des workflows de sécurité. Donc, on a la capacité de mettre à disposition des templates, et ça, on en parlera juste un peu plus tard. Donc, sur la partie contextuelle Authentication Policy, donc, voici les 5 types les 6 types d'éléments qu'on met à disposition. Donc, la partie Behavior Detection. Donc là, vous avez des règles que vous pouvez adapter en fonction c'est comme ça que vous allez pouvoir faire en sorte de mettre à disposition, de définir ce qu'on appelle des patterns de reconnaissance au niveau de l'IA, du machine learning de Okta. En fonction des règles et de la notion de risque, vous allez pouvoir définir tout ce qui est niveau de risque, donc low, medium, high. Définir des zones réseau, donc de façon statique ou dynamique. Donc, quand on parle de dynamique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir cibler potentiellement des régions au sein des pays ou des régions, j'irais de façon géographique, si vous voulez ne pas autoriser l'accès, par exemple, à la Chine ou à la Russie, vous allez pouvoir typiquement refuser tout ce panel. Tout ce qui est notion de device assurance, j'en ai parlé, donc avec tout ce qui est toutes les règles que vous pouvez définir dans le contexte des équipements informatiques, donc principalement pour tout ce qui est non géré. Et ensuite, tout ce qui est authenticateur. Donc, dans les règles, vous allez pouvoir dire et définir que du côté, d'Okta, je veux impérativement pousser des facteurs de type résistant au phishing et que ça soit, entre guillemets, bindé sur l'équipement réseau. Voilà à quoi ressemble la console d'administration du côté d'Okta. Donc, quand on souhaite définir des politiques de sécurité par type d'application, donc on peut définir, et on l'a vu dans l'exemple au niveau de la démo, où potentiellement Proofpoint est une application qui était autorisée malgré l'attaque, alors que les autres applications ont été restreintes. Du coup, on peut définir des politiques de sécurité par type d'application ou de façon globale. Et derrière, donc, sur les types de facteurs de possession, donc tout ce qui est Okta Verify, et également la notion de FastPass, donc c'est quelque chose qui fait partie du facteur de possession. Et du coup, on peut lui appliquer des contraintes supplémentaires. Voilà. Donc l'utilisateur, quand il souhaite se connecter à Okta, à ses applications, donc soit au travers du portail end-user que vous avez vu, soit directement au niveau de l'application, donc exemple, le portail Office 365, vous allez être redirigé vers Okta, donc au travers de cette mire d'authentification, c'est ce que l'utilisateur verra. Et derrière, il aura le choix du facteur type, donc en fonction du contexte qui aurait été remonté, de sélectionner quel type de facteur il va utiliser. Donc l'Okta FastPass nécessite l'installation d'un agent. En revanche, donc, tout ce qui est partie biométrique, clé de sécurité, donc on va utiliser le protocole FIDO2, donc Web Hot-End, pour faire en sorte d'aller utiliser des jetons physiques de type YubiKey par exemple, ou autre. Okta est vraiment très très agnostique là-dessus. Donc on va
être en mesure de s'accosser à différentes technologies sans faire, entre guillemets, un changement Big Bang et vous imposer certaines règles. Le but, c'est bien évidemment de vous apporter le niveau de maturité nécessaire en termes de sécurité et d'avoir une plateforme qui soit en mesure d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on vous impose aujourd'hui en termes de réglementation. Et vous l'avez vu que mettre du MFA, c'est bien d'un point de vue réglementaire, mais ça ne permettra pas de bloquer ce type d'attaque. Ce tableau résume un petit peu, entre guillemets, tous les facteurs résistants au phishing qu'Okta est capable de supporter, donc en fonction du type de domaine. Donc, et certains, on n'a pas parlé, par exemple, de la partie passkey. Passkey est considéré comme un facteur, comme une extension, entre guillemets, de la norme FIDO2, qui permet de faciliter grandement les accès, les connexions. On le verra plutôt potentiellement sur des usages plutôt externes, plutôt B2C. Donc concrètement, c'est quand vous avez deux équipements qui sont liés par la même identité, vous allez potentiellement y accéder en mode passwordless. Et donc là, ça permet d'augmenter le taux d'adoption et donc l'expérience utilisateur en utilisant ce type de méthode. Et donc voilà, donc ça c'est un tableau qui est hyper important, qui permet de vous apporter une visibilité sur ce qu'on est capable de supporter au niveau de chaque élément, au niveau des facteurs résistants au phishing, côté Okta. Un dernier point, c'est, je vous ai parlé brièvement de la partie workflow. Donc workflow est une composante d'Okta qui permet, entre guillemets, d'aller créer de la valeur au travers d'un orchestrateur qui est orienté plateforme d'identité, mais pas que. Et cet orchestrateur va permettre de définir des règles, des process qui vont permettre de jouer des actions de remédiation en cas de remontée de signaux. Donc vous allez pouvoir dire, voilà, si jamais on détecte quelque chose d'anormal au niveau de la plateforme, en analysant les logs, derrière, vous allez potentiellement être en mesure d'adopter une logique qui va permettre d'informer des administrateurs, donc apporter de la visibilité, mais également mettre en place des processus de remédiation, donc de révoquer les accès, de révoquer les jetons, de faire du SLO de façon globale et maîtrisée sur les applications. Et on sait que c'est quelque chose qui est assez difficile et de très challenging par rapport aux différents acteurs. Donc certains acteurs ont fait ce travail de mettre en place directement cette logique de SLO, donc pour le single logout. Et donc, c'est quelque chose c'est une composante qui est très, très importante si on veut réagir très vite et révoquer tous les jetons d'accès. Et Okta va être en mesure, du coup, d'aller beaucoup plus loin, d'aller communiquer au travers des API de chaque type d'outil que vous souhaitez, mettre à disposition de votre écosystème et être en mesure aussi d'accéder sur ce différents systèmes. Donc, c'est vraiment un outil qui est très, très puissant, qui vient en complément de tout ce qu'on vient de voir. Mais par contre, je dirais que c'est pas le sujet du jour, malheureusement, mais c'est effectivement quelque chose sur lequel on pourra voir dans d'autres ateliers par la suite. Mais sachez que derrière, on a la capacité d'être très très flexible et d'aller très 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 loin dans les cas d'usage pour ce type d'éléments. On arrive à la dernière partie de notre présentation de ce jour. Et ce que je souhaite vous partager là, donc c'est ce qu'on appelle les key takeaways. Donc c'est ce qu'il faut retenir de façon globale. Aujourd'hui, si on veut aller sur quelque chose d'hyper robuste, d'hyper sécurisé pour faire face au monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on a des menaces qui sont continuelles et qu'on le voit très très souvent via les réseaux sociaux et les informations, c'est qu'il faut aller sur quelque chose dans la notion de zero trust, il faut aller sur des méthodes qui sont de type passwordless, donc et d'éviter d'aller sur ce type d'éléments. On sait que parfois c'est compliqué, mais quand vous pouvez le faire, essayez d'adopter ce type de méthode qui est la méthode et aussi la plus robuste et qui adopte la résistance au phishing. Ensuite, la deuxième chose, c'est bien évidemment de mettre en place des politiques de sécurité qui vont s'appuyer sur les règles contextuelles, donc et remonter des signaux derrière. Le troisième point, c'est bien évidemment être en mesure d'aller collecter les informations, d'être en mesure de tracer qui a accès à quoi, qui a fait quoi, à partir de quel équipement,
et derrière de déployer de la sécurité orchestrée, donc au travers des workflows qui vont permettre d'être en mesure de révoquer les accès de façon rapide, de façon le plus proactive possible. Voilà, donc c'est le dernier point que je souhaitais partager avec vous. Donc ici, je vous ai mis un QR code qui vous permet d'aller accéder en fin de compte à la documentation d'Okta, hein, qui est très très riche, qui vous explique un petit peu plus en détail le type d'attaque que je vous ai présenté aujourd'hui au niveau de la démo. Je vous remercie énormément. Donc, si vous avez la moindre question, donc c'est maintenant. Donc, vous pouvez me poser tout type de questions. Et vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me poser des questions après ce webinaire. Merci à vous. Je vous souhaite une très très bonne journée. S'il n'y a pas d'autres questions. Donc après, vous pourriez bien évidemment me joindre par mail. Bonne journée à vous. Au revoir.